Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, les activités du CNL suspendues sur décision du ministère burundais de l'Intérieur qui invoque des irrégularités qui auraient marqué les deux congrès tenus en mars et avril dernier par le principal parti d'opposition au Burundi. Après les incidents survenus la semaine dernière impliquant des mineurs illégaux, le gouvernement ghanéen se dit mobilisé dans la protection de la mine AngloGold Ashanti. Puis focus à suivre dans ce journal sur la situation économique de l'Égypte, pays qui pourrait connaître au terme de cette année une légère amélioration de son taux de croissance. Mais tout d'abord, l'actualité au Sénégal où le chef de l'État Macky Sall exige l'ouverture d'enquêtes sur les événements de ces derniers jours. L'annonce est faite dans un communiqué publié ce mercredi après la tenue d'une réunion gouvernementale. Le pays a fait face entre le 1er et le 3 juin aux pires troubles jamais connus ces dernières années. Ceux-ci sont survenus après la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko, condamnation qui a suscité des heurts qui ont fait au moins 16 morts. Le PASTEF d'Ousmane Sonko dénonce, je cite, une répression meurtrière des forces de défense et de sécurité. Dans l'actualité également, vers une normalisation des relations entre le Tchad et le Cameroun. Après près de 2 mois de tensions diplomatiques, le gouvernement tchadien a autorisé ce 7 juin 2023 son ambassadeur à regagner son poste à Yaoundé. Fin avril dernier, Djida Moussa Othman avait été rappelé pour consultation en raison d'un différend autour de l'actionnariat de l'oléoduc qui transporte le pétrole tchadien vers le Cameroun. Mais les missions conduites par les deux pays pour tenter de désamorcer la crise auraient permis d'éclaircir des points au cœur de la problématique. C'est ce qu'affirme le ministère tchadien des Affaires étrangères. Suspension au Burundi du Conseil national pour la liberté, suspension décidée par le ministère de l'Intérieur à l'encontre du principal parti de l'opposition. La décision a été rendue publique ce mardi. Le ministère invoque des irrégularités par rapport au statut du CNL qui prévoit entre autres la tenue d'une réunion du bureau politique avant l'organisation du congrès. Le Conseil national pour la liberté, principale formation opposée au CNDD-FDD, le parti au pouvoir depuis 2005, dénonce une violation grave de la Constitution et une tentative visant à l'affaiblir. Nathalie Moore. Conséquence des tensions au sein du principal parti d'opposition du Burundi, le Conseil national de la liberté CNL, ces activités ont été suspendues pour une durée indéterminée sur toute l'étendue du territoire. Rendue publique le 6 juin 2023, la décision du ministère des Affaires intérieures vise à éviter les confrontations entre militants du CNL. Le gouvernement burundais appelle au dialogue pour un retour à la sérénité entre les membres du parti d'Agathon Rwasa. Le ministère de l'Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique réitère son ferme engagement à mettre fin à toutes les formes de crise qui pourraient naître au sein des partis politiques et invite les responsables des partis politiques en général et le président du parti CNL et même représentant légal en particulier à privilégier l'intérêt des membres du parti à travers le respect des textes législatifs et réglementaires. Les résolutions issues des congrès du 12 mars et du 30 avril 2023 du Conseil national de la liberté sont au cœur des disputes entre membres de cette formation politique. Dans une lettre adressée au gouvernement, des membres du bureau du CNL ont rejeté les nouveaux organes mis en place, pointant des irrégularités dans les statuts. Pour le directoire du CNL, la suspension de ces activités est une décision unilatérale et contraire à la Constitution. Si le ministre dit qu'il a été saisi, comment est-ce qu'il peut prendre des décisions parce qu'il a été saisi sans au préalable consulter et discuter avec la représentation légale du parti? Pour suspendre les activités d'un parti politique, il faut que ce parti soit responsable d'une infraction par rapport à la loi nationale. Quelle infraction le parti CNL a-t-il commise? Principale opposition au CNDD-FDD, le parti au pouvoir, le CNL a été créé en 2011 par Agathon Rwasa suite à une scission au sein de l'ex-rébellion des forces de libération nationale. Les dirigeants de cette formation politique estiment que l'ascension gouvernementale met en péril ses ambitions en vue des législatives de 2025 au Burundi. Qui
portera les couleurs du NPP, le nouveau parti patriotique, lors de la prochaine élection présidentielle prévue en 2024 au Ghana? C'est toute la question alors que le chef de l'État sortant, Nana Akufo-Addo, arrive au terme de son second et dernier mandat et doit quitter le pouvoir comme l'impose la Constitution. Le NPP, le parti au pouvoir, cherche donc son candidat. 10 personnalités sont en lice pour les primaires. Nathalie Mo. La course à la présidentielle est ouverte au sein du parti au pouvoir au Ghana, le nouveau parti patriotique, le NPP. Le parti recherche son futur candidat pour l'élection présidentielle de 2024, alors que le président Nana Akufo-Addo achève son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Au 6 juin 2023, 11 jours après l'ouverture des candidatures, 10 membres du NPP ont déjà manifesté leur intérêt à être investis par le parti lors du congrès prévu le 4 novembre 2023. L'année dernière, en février, on a appris que je me présenterais pour devenir le porte-étendard de ce parti pour la présidentielle. Des gens ont pensé que je ne pouvais pas le faire, que je ne tiendrais pas un an, que je n'aurais pas présenté ma candidature. Mais maintenant, c'est fait. Dans la course pour une candidature présidentielle sous l'étendard du NPP, l'actuel vice-président ghanéen Mahamadou Bawumia, le ministre du Commerce et de l'Industrie John Allan Kyerematin et le député Kennedy Agyapong partent favoris. Pour John Allan Kyerematin et son équipe, le moyen le plus sûr de protéger les intérêts du parti est de garantir des élections et un processus interne libre et équitable. Je n'ai aucun doute que les dirigeants du parti qui sont chargés d'organiser cette élection sont à la hauteur de leurs tâches. Ils reconnaissent le devoir qu'ils ont de maintenir le parti en ordre de bataille et par conséquent, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour s'assurer qu'aucun des candidats ne sorte de ces primaires avec un sentiment de rancune qui saperait les efforts collectifs du parti. Au sein du NPP, on remarque le vif engouement pour l'investiture pour la présidentielle. C'est la deuxième fois de l'histoire que des primaires s'annoncent aussi disputées après celle de 2007 où 17 candidats s'étaient présentés. Pour la plupart des aspirants, le principal défi demeure le relèvement économique du Ghana dont les perspectives de croissance s'établissent à 2,9% en 2023 contre 3,1% en 2022. Au Ghana, toujours où le gouvernement se dit déterminé à sécuriser la mine AngloGold d'Ashanti qui se trouve à Aboisi au sud du pays. C'est ce qu'indique le ministère des Terres et des Ressources naturelles, Samuel Aboudjinapor, une prise de parole qui intervient quelques jours après l'irruption la semaine dernière de mineurs illégaux dans une fosse minière souterraine, ce qui pose alors directement la question de la sécurisation des concessions. Marie-Raphaël Antelo. En raison des incursions récentes dans la mine d'or de la société minière sud-africaine AngloGold Ashanti à Aboisi au sud du Ghana, le gouvernement s'est engagé à protéger dorénavant les dites mines de toute attaque illégale. Le ministre des Terres et des Ressources naturelles, Samuel Aboudjinapor, a indiqué lors d'une réunion avec les parties prenantes pour aider à améliorer les relations entre la communauté de Boissy et les exploitants miniers que le gouvernement est prêt à appliquer strictement les lois minières pour protéger la concession minière et les investissements étrangers de manière générale. Si l'on attrape des gens en train d'enfreindre les règles minières de notre pays, ils seront poursuivis et les tribunaux auront à faire des jugements et des condamnations. Le 31 mai 2023, ce sont près de 87 mineurs illégaux qui avaient envahi une fosse souterraine de la mine AngloGold de Ashanti de Boissy. 16 autres ont été arrêtés dans leur nouvelle tentative d'entrer dans la fosse souterraine de la mine au milieu de la mêlée. Suite à cet envahissement, le gouvernement ghanéen a décidé de poursuivre toute personne envahissant la mine sans autorisation. Nous travaillons, comme vous le savez, pour relever notre économie nationale et pour faire de l'or une ressource minière durable. Et c'est d'ailleurs un moyen majeur par lequel notre pays génère des emplois pour la jeunesse.
D'après le gouvernement ghanéen, l'arrêt des attaques à la mine AngloGold Ashanti permettra de mieux assurer la liaison entre AngloGold Ashanti et la communauté de Boissy pour offrir des opportunités d'emploi aux jeunes. Ce retour au calme permettrait également au Ghana de tirer le plein profit de ses ressources naturelles à travers l'exploitation de la mine. En 2021, l'or représentait 93,3% du chiffre d'affaires du secteur minier ghanéen. En 2022, le Ghana a produit 121 tonnes d'or, reprenant à l'Afrique du Sud la première place des producteurs africains. Alors que le FMI prévoit une croissance de 3,7% pour 2023 contre 6,6% en 2022, la croissance égyptienne pourrait au terme de cette année connaître un taux plus important selon d'autres données. Ceci grâce aux effets qui pourraient se révéler positifs des réformes prévues dans le cadre du programme soutenu par le Fonds monétaire international. Les précisions dans ce sujet de Marcel Kouassi. Selon les dernières données de la Banque mondiale, la croissance du produit intérieur brut de l'Égypte devrait atteindre 4,8% au cours de l'exercice 2023-2024 contre 4,5% au cours de l'exercice 2022-2023. Cette légère accélération de la croissance du PIB du pays le plus peuplé d'Afrique du Nord pourrait découler essentiellement de plusieurs facteurs, notamment l'augmentation de la consommation, l'amélioration du climat des affaires et la stabilité politique. L'Égypte connaît une croissance de 3 à 4% de son PIB. Je pense que cela s'explique par les efforts du gouvernement égyptien, notamment en matière de climat des affaires, et aussi le fait que la stabilité politique commence à revenir. Et en plus de ça, je pense que l'Égypte investit beaucoup dans des idées à l'étranger, ce qui permet justement de raffermir sa croissance. Il y a deux facteurs, la production et le capital. Donc je pense qu'au niveau de ces deux facteurs, l'Égypte essaye de jouer sur ces indicateurs pour pouvoir vraiment développer sa croissance à travers des investissements nombreux. L'économie égyptienne bénéficie de certains avantages comparatifs, dont sa position géographique stratégique, la grande taille de sa population estimée à environ 105 millions d'habitants et d'importantes ressources énergétiques pour assurer sa croissance. Une partie des efforts de la croissance égyptienne aussi s'explique par les efforts en matière de développement durable, car qui dit effort en termes de développement durable dira meilleure conservation des terres et permettra une meilleure croissance. Donc je pense que c'est surtout là le défi, et je pense que l'Égypte est en train d'investir justement pour pouvoir maintenir des terres fertiles tout en préservant l'environnement. La Banque mondiale indique également une réduction de la projection de croissance du PIB réel de l'Égypte à 4% sur l'exercice 2022-2023 et 2023-2024, prévision qui pourrait être liée par une contrainte des hausses importantes des taux d'intérêt, une forte dépréciation de la monnaie, une inflation élevée et croissante, un accès limité aux devises étrangères et des coûts de production. À noter que depuis 2016, plusieurs réformes économiques ont été mises en œuvre par le pays d'Afrique du Nord pour maximiser les actifs et développer son économie. Un habitat social insuffisant, voire inexistant dans certains pays. Le manque de logements sociaux est l'un des nombreux défis du continent africain. La pénurie est importante alors que les besoins ne cessent de se multiplier. Dans certains pays, la carence se chiffre à plusieurs millions de logements, ce qui a pour conséquence la naissance et l'extension des bidonvilles. Cette question du logement est actuellement discutée au sommet sur l'habitat qui se tient au Kenya. Corinne Kamseone. L'un des défis les plus pressants de l'urbanisation durable dans le monde et en Afrique reste l'accès à un logement décent et abordable. Pour le président kenyan William Ruto, qui s'est exprimé à l'ouverture de la deuxième session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'habitat au complexe des Nations Unies à Nairobi le 5 juin 2023, le logement universel est à la base de la transformation économique et durable des espaces de vie, et cette problématique est pleinement intégrée dans les politiques en vigueur au Kenya. Nos progrès dans l'affirmation du droit fondamental à un logement décent sont essentiels à la réalisation d'une urbanisation durable en termes d'ODD numéro 11. Reconnaissant cet impératif et réalisant que plus de la moitié de la population du Kenya vivra dans des zones urbaines d'ici 2050, nous avons intégré le logement universel en tant que pilier essentiel du programme de transformation économique ascendante. Bottom-up Economic Transformation Agenda.
Au plan continental, la population jeune en plein essor et le taux élevé d'urbanisation sont deux réalités qui traduisent l'urgence des logements abordables. Selon les Nations Unies, la population africaine est estimée à plus d'1,3 milliard de personnes pour un âge médian de 19 ans. Si la population vivant en zone urbaine était estimée à 475 millions de personnes en 2015, elle devrait frôler le milliard d'ici 2025. Les politiques durables d'urbanisation qui s'imposent dans un tel contexte nécessitent que les acteurs gouvernementaux soient soutenus dans leur démarche, selon le leader kényan. We are unable to effectively pursue all the opportunities in sustainable urbanization. Nous ne sommes pas en mesure de saisir efficacement toutes les opportunités d'urbanisation durable et de les exploiter pour promouvoir le programme plus large de transformation économique, d'action climatique et de développement durable. Il est donc temps de corriger cette injustice systémique pour nous permettre de mobiliser efficacement le multilatéralisme afin d'atteindre des émissions mondiales nettes nulles, d'éviter une catastrophe climatique et d'atteindre des objectifs de développement durable. À noter que la pandémie du Covid-19 et les pressions économiques qui découlent pour certaines de la crise en Europe de l'Est et des fluctuations des monnaies dominantes pour d'autres ont augmenté le stress en matière d'accès au logement décent. Les travaux de Nairobi en cours mettent ainsi en examen les questions de prospérité et de finances locales pour permettre aux États membres d'explorer des politiques et des mécanismes de marché pour garantir des flux financiers orientés vers le développement urbain et atteignant les niveaux locaux. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.